Salut à tous, aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour parler de Kingdom Rush Elemental Uprising, un jeu de tower defense coopératif pour 1 à 4 joueurs. C'est un jeu imaginé par Elena Hope, Sen-Foong Lim et Jesse Wright, et c'est un jeu édité pour la version française par Lucky Duck Games, qui sponsorise d'ailleurs cette vidéo. Donc Kingdom Rush, on le connaît déjà puisqu'une première version Kingdom Rush Faille temporelle était sortie en 2020. Ici, on retrouve à peu près les mêmes mécaniques, mais il s'agit d'une pseudo-suite. Ce n'est pas une extension, on peut y jouer tranquillement sans avoir le premier volet, donc c'est plus ou moins une suite. En tout cas, il y a une nouvelle campagne de 12 scénarios, il y a plein de nouveaux héros, 5 nouveaux héros en tout cas dans la boîte de base, peut-être plus, puisque Kingdom Rush apparaît en financement sur GameFound avec pas mal de paliers à débloquer. Vous pouvez aller voir ça sur la page de GameFound, je mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, justement, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais brosser un aperçu rapide des règles de Kingdom Rush qui reprend, les règles reprennent grosso modo les règles de Kingdom Rush Faille temporelle. Puis, dans la deuxième partie de la vidéo, je m'attarderai sur les nouveautés de Elemental Uprising. Et au passage, si vous voyez la taille de la boîte, c'est juste parce qu'il s'agit d'un prototype. La version de base comprendra bien plus de matériel pour accueillir les 12 scénarios de la campagne. Et il y a aussi d'autres modes de jeu. On y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Donc, voici Kingdom Rush. J'ai installé le matériel. Je suis d'ailleurs en pleine partie, en plein milieu du deuxième scénario. Je pense que je vais m'y jeter directement pour faire un petit tour de jeu, montrer les règles de base, comment ça se passe dans un tour de jeu. Puis, comme je le disais, on reviendra sur les spécificités d'Elemental Uprising, les spécificités qui le distinguent de Faille temporelle. Comme indiqué dans l'introduction, il s'agit d'un jeu coopératif. Les joueurs vont chacun incarner un héros. Ici, on a Bruxa et Alric qui font partie des 5 nouveaux héros de cette boîte. Et les joueurs vont essayer de coopérer pour repousser les hordes que vous voyez ici. Chaque carte est une carte horde et les hordes vont suivre le chemin jusqu'à arriver au royaume qui se trouve ici et tenter de le détruire. Le but des héros va être de repousser, voire d'anéantir ces hordes avant qu'elles n'arrivent au royaume et faire perdre de la vie au royaume. Donc il y a des vagues successives de hordes qui vont arriver et les joueurs vont pour cela tenter de les repousser. Le début d'un tour indique toujours l'apparition de nouvelles hordes et on va justement voir ce qui se passe en tirant les cartes. Vous voyez qu'il y a 3 lieux d'apparition pour les hordes, on va les tirer dans l'ordre. Alors ceci, ce sont des cartes, des nouvelles cartes dans cette version Elemental Uprising. J'y reviendrai tout à l'heure et ce sont des cartes en fait d'événements qui indiquent des nouveaux événements qui vont apparaître durant la mission, durant le scénario. Ici, ça nous indique par exemple qu'il y a des chamans qui sont dans le deck des cartes, dans les decks de cartes, et qui vont nous poser des problèmes puisqu'ils créent des barrières de protection. Je reviendrai aussi là-dessus, ou je vais plutôt l'expliquer directement. Voilà, là il y a une carte chaman, donc quand on retourne une carte horde, elle apparaît avec son petit plateau, c'est bien plus pratique pour les déplacer. Elle apparaît sur la première case disponible du chemin jusqu'à la sortie, donc ici c'était la première case, et vous voyez qu'il y a des barrières en haut et en bas. Ça veut dire que lorsque je veux attaquer cette carte, je ne peux pas l'attaquer par le haut ni par le bas, il va obligatoirement falloir l'attaquer par les côtés. On y reviendra tout à l'heure. Ça c'était pour le jeton d'apparition 1. Il y a un jeton d'apparition numéro 2 avec une nouvelle carte horde qui apparaît ici, donc on la prend, on la met sur son petit plateau, elle apparaît sur le chemin, elle ne peut pas aller là, elle ne peut pas aller là, elle peut aller là. Il y a un héros, ou plutôt une héroïne, qui va simplement bouger ici, elle va aller ici. Je ne sais pas si le petit soldat apparaît, je ne sais pas s'il bouge aussi. On va dire qu'il bouge, c'est peut-être une erreur de ma part. Au passage, tout ce que vous voyez ici, c'est du prototype, je l'ai dit au début, et donc le matériel va réellement être amené à changer, notamment ces petits soldats. Je pense que ce ne sera pas des soldats comme ceci. Il y a d'autres petites choses qui vont changer, le design des tours doit changer aussi. Bref, c'est vraiment du prototype, gardez ça en tête puisque la version de base
qu'on prendra du matériel un peu différent. Donc la horde apparaît ici et il faut une troisième carte horde puisqu'il y a 3 apparitions. Ah, c'est encore un chaman et cette fois-ci le chaman est protégé sur les côtés. Donc voilà pour la première phase du tour de jeu. Des nouvelles hordes sont apparues. Vous voyez que je suis très chargé avec beaucoup de hordes à combattre. La deuxième phase du jeu va être de jouer les cartes. Les joueurs ont à leur disposition différentes cartes, des cartes qui sont des cartes de tour qui vont leur permettre de d'attaquer les hordes, et ils ont aussi chacun la carte de leur héros qui permet d'activer leur héros. L'ordre de tour n'est vraiment pas, ou plutôt l'ordre de tour est très souple puisque tout le monde peut jouer en même temps, les joueurs peuvent se mettre d'accord de faire un tour de table, ou toi tu peux jouer puis c'est à moi, bref, tout le monde va essayer de faire sa sauce pour essayer de coopérer et utiliser la meilleure stratégie d'attaque possible pour défaire ou en tout cas abîmer les hordes du mieux que l'on peut. Alors chaque joueur est représenté par une couleur indiquée par ce petit jeton, ce qui veut dire que Bruxa, elle, peut placer ses cartes tours uniquement sur les tours qui lui appartiennent à sa couleur. Vous voyez qu'il y en a 1, 2, 3, il y en a même une ici en dessous de la fleur. La fleur, c'est un nouvel élément dont je parlerai plus tard. Au passage, je joue avec la petite, c'est pas vraiment une extension, mais le petit matériel de plus, c'est-à-dire que les tours sont ici en 3D. Si vous jouez sans cette boîte d'extension avec ce matériel 3D, ce sera simplement des cartes transparentes que vous allez poser sur le décor et pour indiquer là où vous pouvez construire des tours. Mais c'est plus sympa, je trouve, de jouer avec des petites tours en relief. Voilà pour à quoi correspondent ces tours en carton. Donc les joueurs peuvent placer leurs cartes sur les tours qui leur correspondent. Donc Bruxa peut placer, elle a 3 tours à sa disposition, elle a celle-ci, celle-ci et celle-ci. Elle va faire quoi? Elle va essayer de placer des tours. Alors ça m'embête. J'aurais aimé pouvoir placer une tour ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va d'abord déplacer ce héros puisque, comme je l'ai dit, les tours sont libres. Donc Alric peut décider lui de se déplacer directement. Donc il va aller, qu'est-ce qu'il va aller faire? Il va se déplacer et pour se déplacer, il peut se déplacer du nombre de pas indiqués, donc jusqu'à 3 cases. Alors, où est-ce qu'il va aller? Il va simplement se déplacer, allez, on va dire qu'il va se déplacer ici. Il va faire 1 et 2 simplement, et il va recouvrir, pas mal d'ennemis, puisque le but c'est de recouvrir les ennemis qui se trouvent sur les cartes horde pour pouvoir éliminer la horde en question. Les cases vides, elles, sont simplement des cases vides. Il n'y a pas besoin de les recouvrir, on peut, mais ce n'est pas obligatoire pour éliminer la horde. Donc il s'est déplacé. Il a aussi des petits soldats des Sand Warriors en anglais, donc des soldats de sable ou des guerriers de sable qu'il peut déplacer aussi, qui peuvent se déplacer de 2 cases. On va en déplacer simplement un ici pour recouvrir ce crâne. Donc ça, c'était son action. Il a activé son personnage comme ceci et il peut aussi faire une attaque, mais c'est pas la peine de faire une attaque puisque la horde sur laquelle il se trouve, tout est recouvert, donc c'est pas la peine de faire une attaque supplémentaire. C'était peut-être pas le meilleur coup, hein, je suis pas en train de faire les meilleurs coups possibles, mais je suis en train de vous faire un aperçu global des règles. On va ensuite poser une carte, celle-ci, il va poser cette tour, comme ceci, ça me paraît bien, donc ce qui lui permet non, il va garder ça ouais, il va la garder pour ici peut-être. Non, allez, on va dire qu'il la pose ici. Donc, ça veut dire que cette tour va attaquer dans cette direction, puisque la flèche pointe dans cette direction, et va attaquer avec ce type d'attaque. Donc, on va prendre la petite tuile concernée, et on peut poser cette tuile sur les ennemis. Le chaman, lui, protège les côtés, mais pas le bas de la carte, donc on peut bien attaquer comme ceci, et on va poser la tuile, allez, on va la poser ici pour recouvrir tous ces ennemis. Donc cette tour à attaquer. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Bruxa, puisque, comme je l'ai dit, tout est libre. On va mettre Bruxa qui va attaquer ici, avec sa tour qu'elle place ici. Donc ce symbole indique que c'est une attaque blast, et ça fait partie des nouveautés de cette version. Ce qui veut dire que toutes les cartes qui sont adjacentes vont recevoir ce type d'attaque. Donc, alors, on va en placer un comme ceci, ici, là-haut. On va recouvrir... Non, on ne peut pas recouvrir là-bas. Allez, on va recouvrir comme ceci. On va placer encore une attaque
Je cherche la tuile en question, voilà, ici, et puis je prends encore pour la dernière attaque, si je trouve, elle est où? Elle est là. Hop, une petite tuile comme ça de 2, voilà, et on va recouvrir. Alors, ici, ce sont des nouveaux types d'ennemis qui sont appelés des ennemis costauds. Vous voyez qu'ils sont entourés par un cercle violet. Il y a même un petit symbole pour indiquer que ce sont des ennemis costauds. Et les ennemis costauds, on ne peut pas les attaquer, on ne peut pas grignoter leur point de vie, on va dire, de plus d'une case par attaque. C'est-à-dire que si je pose cette tuile, je ne peux pas recouvrir 2 cases d'un coup de cet ennemi. Je peux ne recouvrir au maximum qu'une seule case. Par contre, il y a 2 ennemis. Il y en a un qui est presque mort, on va dire. Donc je pourrais mettre cette attaque à cheval entre les deux pour recouvrir une case de chacun. Ça, c'est possible. Et pour la dernière attaque, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je veux faire la même chose? Allez, on va faire la même chose. On va mettre à cheval comme ici, grâce à cette tour qui a envoyé toutes ces attaques. Donc je continue comme ça en plaçant mes tours pour pouvoir attaquer les hordes. On va essayer de faire ça un peu plus rapidement. Celle-ci va attaquer, hop, comme ceci. Alors elle envoie un soldat qui va venir se placer directement ici, et c'est un nouveau pouvoir, je vais le mettre dans le bon sens, c'est un nouvel effet de cette version, ce sont des attaques splash, je crois. Donc lorsqu'on place un soldat, on peut aussi attaquer une carte adjacente avec une petite tuile qui se trouve ici. Donc on peut placer cette tuile, je peux la placer soit sur cette horde qui est adjacente, soit sur celle-ci qui est aussi adjacente, mais je ne peux pas aller là puisque le chaman protège, je crois, hein, puisque c'est en diagonale. Alors, c'est une question qu'il faudra que je pose aux développeurs. Est-ce que j'ai le droit d'attaquer en diagonale, sachant que le chaman protège le bas? Est-ce qu'on considère que l'attaque contourne par le côté, ou est-ce que c'est protégé? Ça, je ne sais pas. Donc, dans le doute, je ne vais pas l'utiliser sur cette tuile. Par contre, je vais aller attaquer... je dois attaquer une tuile adjacente. Donc, on va aller grignoter un peu de la vie de cet ennemi costaud. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'était ça. Ici, c'est une carte qui a un nouveau pouvoir aussi, qui nous dit que soit j'utilise la tuile telle qu'elle, et je peux la retourner dans tous les sens grâce à cette icône, soit j'utilise le pouvoir qui est un pouvoir pour, je sais plus comment on l'appelle en français, mais c'est un pouvoir parfait où on peut cibler n'importe quelle horde du plateau. Par contre, si j'utilise ce pouvoir, je dois diminuer la force de mon attaque de une tuile ou d'une case. Donc cette tuile qui est à l'origine une attaque de 2, comme ceci, si j'utilise le pouvoir, ce n'est plus qu'une attaque de 1. Donc je choisis soit d'utiliser la tuile de 2 et du coup je vise une horde adjacente à la tour que je viens de placer, ou je peux viser n'importe quelle tuile, n'importe quelle horde ailleurs, mais en utilisant qu'un pouvoir de 1. Ça peut être utile aussi, mais dans le cas présent, pas forcément. Donc on va simplement placer la la tour ici, et je peux viser, qu'est-ce que je veux viser? Est-ce que je veux utiliser contre ce gros ennemi qui est d'ailleurs un mini-boss, ou je veux utiliser contre ces ennemis costauds qui sont plus proches de la sortie? Allez, on va le faire contre ceux-là, comme ceci. Donc hop, on a encore des cartes ici, des tuiles de... Alors ça, on l'a déjà... j'ai déjà expliqué comment ça marche. Si je la mets ici, je peux envoyer un soldat directement dans cette direction. On va le mettre ici, je vais le mettre couché pour que vous les voyez bien. Il a une attaque splash qui va aller hop sur le côté, comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que je peux placer? Je peux placer celle-ci qui va nous mettre... allez, on va la mettre comme ceci pour attaquer dans cette direction avec une tuile de 3 flèches. Hop, les 3 flèches, on va les mettre comme ceci. Ensuite, lui, alors, est-ce que j'ai mal géré mon coup? J'ai peut-être mal géré mon coup, j'ai peut-être utilisé une carte de Bruxa sur une tour qui n'était pas à elle. C'est fort possible que j'ai fait ça, et si je l'ai fait, je m'en excuse. Dans la précipitation, j'ai fait ça. Donc, lui n'a plus de tour où poser ses... non, il n'a plus de tour, donc j'ai dû faire une petite erreur, c'est pas très grave. C'est simplement pour vous montrer qu'on peut placer des cartes tours directement sur les tours pour attaquer les hordes, ou on peut s'échanger
les tours entre joueurs et c'est très précieux de le faire puisque Alric va passer la tour à Bruxa. La tour n'est pas disponible à ce tour-ci, elle va simplement rester à côté du plateau, mais avant d'arriver sur le plateau, elle va être améliorée en prenant le niveau supérieur. Vous voyez que toutes les tours ici sont classées par niveau, il y a des colonnes pour les 4 types de tours différentes, mais chaque ligne indique un niveau de tour supérieur. Par exemple, ici, on est là, donc au lieu de passer cette tour à un autre joueur, on va passer la tour qui est de niveau directement supérieur. Elle est améliorée, donc au prochain coup, Bruxa pourra récupérer cette tour qui est donc plus puissante que la tour que Alric lui avait initialement passé. Donc voilà pour toutes les cartes ont été utilisées. Il manque la carte de Bruxa que je n'ai pas utilisée. Je peux activer Bruxa, donc j'utilise la carte de Bruxa et Bruxa va pouvoir se déplacer et elle va aller... Où est-ce qu'elle va aller où est-ce que ça serait intelligent de la placer? Je ne sais pas. Elle peut faire 1 et elle va s'arrêter ici. Allez, hop, on va la mettre ici et on va aussi placer ce petit bonhomme qui est un soldat de sable. On va le faire suivre Bruxa. Donc là, j'ai placé tout ce que je devais placer. C'est la fin de cette phase et on arrive à la phase pour vérifier si des hordes sont détruites, si elles ont été complètement attaquées, si tous les ennemis sont recouverts. C'est le cas de cette horde ici. Donc cette horde va disparaître. On enlève du plateau Alric qui subit 1 point de dégâts au passage puisque c'est comme ceci. Il était à 2 points de vie, il passe à 0, ce qui veut dire que le personnage est simplement retiré du plateau. Il pourra réapparaître la prochaine fois, mais il faudra d'abord que le joueur le fasse réapparaître. Toutes les tuiles, elles, sont renvoyées ici. Si vous voulez plus de précision sur le gameplay, je vous indique que j'ai une vidéo aussi sur Kingdom Rush faille temporelle. Vous pouvez cliquer sur la petite icône qui apparaît. Et la carte Horde, elle, n'est pas renvoyée dans son paquet, elle est retournée et elle nous fait gagner une petite récompense. Ici, il s'agit d'une pièce. Et les pièces, ce sont des nouveaux éléments que l'on trouve dans cette boîte. Donc je gagne une pièce et la pièce me permet d'acheter des améliorations pour mes tours. Je vais y revenir dans la deuxième partie de la vidéo qui va indiquer les nouveautés. La prochaine étape du tour de jeu, puisqu'il n'y a pas d'autre horde qui est complètement détruite, c'est de faire avancer les hordes d'un cran sur le chemin. Donc on va prendre toutes les hordes en commençant par celles qui sont le plus près de la sortie, donc c'est ici. Alors cette horde doit normalement avancer d'un cran, mais puisque des ennemis, des héros et même un soldat se trouvent sur cette horde, la horde va rester là où elle est. Par contre, le petit soldat va perdre 1 point de vie, il n'en a qu'un, donc il est renvoyé vers Alric qui le contrôle. Le héros, elle, va perdre aussi 1 point de vie puisqu'elle a arrêté la horde. Ici, elle n'avance pas non plus, mais le soldat perd 1 point de vie, il est renvoyé. Ici, pareil, la horde n'avance pas, mais le soldat perd 1 point de vie, il est quand même renvoyé. Par contre, celle-ci va avancer d'une case, et pour avancer d'une case, elle va avancer jusqu'à la prochaine case disponible. Ici, c'est indisponible, elle va avancer jusque là, et puisque les ennemis ont un petit icône de vitesse, elle doit même avancer d'une deuxième case, et là c'est la mort assurée, puisque je n'ai pas vraiment géré ma partie, dans le sens où je n'ai que 3 cœurs, et il y a beaucoup d'ennemis, donc c'est un game over. Oubliez tout cela, on va dire que la horde doit avancer simplement ici, ça sera beaucoup mieux pour l'expliquer la suite de la partie. J'ai vraiment mal géré, j'ai été un peu vite en besogne, c'est pas très grave. Donc on a fait avancer les hordes, on va dire que celle-ci avance ici, puis on doit récupérer toutes nos cartes. Donc ici c'est une carte verte, ça c'est violet, donc vert, vert, vert et vert. Donc toutes les cartes reviennent dans la main de Alric. Ici c'est du violet, violet, puis elle récupère aussi la carte que Alric lui a passée, donc hop, c'est comme ceci, et puis on passe à la dernière phase du tour de jeu, où il s'agit de récupérer, ou plutôt de dépenser les cristaux que l'on aurait gagnés durant la partie, ou même les pièces. Alors d'abord, les cristaux, eux, permettent d'acheter des nouvelles tours. On peut acheter des nouvelles tours en dépensant des cristaux. Les tours du premier niveau coûtent 2 cristaux, les tours du deuxième niveau, eux, coûtent
3 cristaux. Ensuite, on ne peut pas acheter les autres niveaux. Mais donc, on pourrait dépenser, par exemple, 2 cristaux pour acheter une tour du premier niveau. Disons qu'on achète cette tour et on décide à qui on la donne, à Bruxa ou à Alric. On va la donner, allez, à Bruxa. On peut aussi dépenser des pièces. Alors, les pièces permettent d'améliorer des tours déjà en main. Donc, on pourrait prendre l'une de ces tours et comment l'améliorer, pas simplement en la faisant monter de niveau, mais en lui ajoutant un petit autocollant de modification, en payant le coût approprié en pièces et en ajoutant un autocollant. Par exemple, on pourrait ajouter cet autocollant à une de nos tours, et ce sont des autocollants que l'on peut ajouter puis enlever facilement. Je place l'autocollant dans le sens que je souhaite, c'est-à-dire si je le mets comme ceci, l'attaque va aller dans ce sens ou sur les diagonales, mais je peux choisir de mettre l'autocollant dans ce sens pour que l'attaque parte sur le côté et ou en diagonale. Donc c'est à moi de choisir et l'autocollant va rester là jusqu'à la fin de la partie. Si la tour est renvoyée, puisqu'elle serait améliorée, on la met simplement ici en gardant l'autocollant, et c'est simplement à la fin de la partie, si on a gagné ou perdu le scénario, que l'on récupère l'autocollant. Voilà pour les pièces, elles servent uniquement du coup à améliorer ces tours en y plaçant des petits autocollants, et les scénarios vont nous indiquer quels sont les autocollants disponibles durant ce scénario, et on les garde dans sa petite sacoche. Voici pour les pièces, et c'est la fin du tour. On recommencerait un nouveau tour en révélant de nouvelles cartes, de nouvelles hordes qui apparaîtraient sur le chemin et qui nous compliqueraient bien la vie. Voilà pour grosso modo les règles du jeu, les règles du tour. Maintenant, on va regarder ce qui fait la spécificité d'Elemental Uprising. On va commencer par les nouveaux héros. On va regarder Bruxa, qui fait partie de l'un des 5 nouveaux héros que l'on trouve dans cette boîte. Bruxa a des attaques que l'on voit ici. Elle attaque basiquement avec ce genre de petites tuiles. Elle a des pouvoirs aussi. Par exemple, ici, elle peut ajouter un soldat sur chaque horde qui serait adjacente à sa position, à condition qu'elle possède... pardon. Elle peut ajouter effectivement les soldats à des hordes adjacentes, mais si elle a au moins 2 crânes qui se retrouveraient sur son plateau, le pouvoir resterait actif, il ne serait pas épuisé, puisque normalement ces genres de tuiles, ce sont des one-shot, on peut les utiliser et après elles sont défaussées. Mais si elle possède 2 crânes sur son plateau, elle peut garder ce pouvoir. Comment récupérer des crânes? À chaque fois qu'une horde qui se trouverait adjacente à Bruxa, et d'ailleurs c'était le cas puisqu'il y avait une horde qui a été détruite ici et qui se trouvait juste à côté de Bruxa. À chaque fois qu'une horde est détruite à côté d'elle, elle va gagner l'un de ses crânes et elle va les accumuler sur son plateau. Elle peut en avoir 4 maximum. À quoi servent ces crânes? On l'a dit, pour ce pouvoir, pour garder l'effet de ce pouvoir, mais elle peut aussi l'utiliser pour ce pouvoir. Elle peut rendre un crâne à la réserve pour déclencher cette attaque. Mais les crânes servent aussi ici. On regarde qu'au début du tour, lorsque l'on active le héros, pour chaque crâne qu'elle possède, elle peut utiliser cette attaque, donc une attaque de puissance magique, avec une tuile comme ceci. Donc elle peut attaquer en plus. Plus elle a de crânes, le plus elle peut attaquer. Et en plus, si elle a la ligne de crâne qui est remplie, si elle a bien ces 4 crânes remplis, elle a une attaque supplémentaire. Par contre, elle doit rendre 3 crânes, ce qui fait que ça réinitialise le compteur de crânes petit à petit. Elle ne peut pas garder ces 4 crânes indéfiniment. Donc voilà pour Bruxa globalement. Ici, on a Alric qui lui va contrôler ces petits soldats de sable, et qui, les soldats de sable, vont permettre de protéger les héros. Si un héros se trouve sur la tuile où se trouve un soldat de sable, il est protégé, il a un bouclier, et les soldats peuvent vadrouiller aussi la carte pour récupérer d'autres choses, par exemple récupérer des cristaux sur les volcans. On va y revenir. Donc voilà pour Alric qui a lui aussi des pouvoirs comme ceci. Voilà pour les héros. L'autre chose que l'on trouve dans cette version, ce sont justement des éléments naturels. Il y a ici des fleurs. Si un héros va sur cette fleur pour l'activer, il peut envoyer une attaque comme ceci, une attaque de flèche n'importe où sur le plateau, ou plutôt même 2 attaques de flèche, puisqu'il peut envoyer 2 fois cette tuile n'importe où sur le plateau. Par contre,
la fleur est épuisée, elle revient sur ce côté et des éléments dans la partie permettront de réactiver la fleur pour pouvoir l'utiliser une nouvelle fois. Ici, on a un volcan qui permet, si un héros se déplace sur le volcan, soit s'y arrête, soit simplement traverse le volcan, il peut récupérer un cristal. Par contre, si un héros termine son déplacement sur ou à côté du volcan, il va perdre un point de vie à la fin du tour, puisque on va imaginer que le volcan est en éruption et fait perdre des points de vie ou occasionne des dégâts à ce héros. Donc voilà pour les volcans, et tout cela est placé en fonction de ce que le scénario nous indique. Vous trouverez dans le livret un plan détaillé de la carte à assembler avec des tuiles à assembler. Vous voyez que tout ça se constitue par des tuiles séparées. On va placer les tours aux endroits indiqués et on va aussi constituer les decks de horde en fonction de ce que le scénario nous demande dans un ordre précis. Et dans ces decks de scénario, on trouve notamment des mini-boss, comme on a vu ici, mais on trouve aussi d'autres cartes, des cartes scénario qui vont indiquer des choses qui se passent durant la mission, et on trouve aussi, ou plutôt on ne trouve pas, les fameuses cartes portail, les hordes portail qui nous causaient bien du souci dans la version faille temporelle, puisque ici il n'y a plus ces cartes portail et donc les tours que l'on va utiliser ne seront plus détruites, et c'est une excellente nouvelle pour les joueurs qui devaient vraiment rager, puisqu'il y avait dans la version de base des portails qui apparaissaient, et lorsqu'une tour attaquait le portail, et il fallait les attaquer pour les détruire, la tour en question était détruite et renvoyée dans la réserve. Ici, je le répète, il n'y a plus ces cartes portail. À la place, on trouve des éléments qui vont venir modifier le scénario en cours de partie et donc apporter pas mal de surprises. Ici, j'ai entre guillemets spoilé quelques cartes, mais avec 12 scénarios et des cartes disséminées au fur et à mesure des scénarios, vous aurez pas mal de surprises à découvrir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette version? Il y a donc les effets splash, j'en ai parlé, c'est-à-dire que lorsqu'on place un soldat, il peut aller attaquer une horde adjacente. Les effets blast qui permettent d'attaquer toutes les tuiles adjacentes. Cet effet qui permet de viser n'importe quelle horde, mais si on le fait, on perd un carré ou une case de l'attaque en question. Il y a aussi des petits jetons comme ça, des sabliers de temps que l'on trouve grâce au niveau 4 de cette tour et qui permettent, lorsqu'ils sont placés sur une horde, d'annuler tous les effets, ou plutôt je devrais le placer ici, d'annuler tous les effets qui sont indiqués sur cette horde, en dehors des effets entourés par une couleur. Par exemple, on ne pourrait pas annuler l'effet costaud, et on ne pourrait pas annuler l'effet ici qui indique que seuls des soldats ou des héros ou des attaques physiques pourraient attaquer ses ennemis. Ici, par contre, en plaçant ce jeton sur cette horde, on pourrait annuler l'effet de vitesse, et donc la tuile n'avancerait pas de 2 cases par tour. Donc voilà pour ceci, je pense avoir fait le tour des nouveautés. Donc je le rappelle, cette boîte vient avec tout le matériel pour pouvoir y jouer sans avoir à posséder la boîte de base, ou la première boîte, dirons-nous, de Kingdom Rush faille temporelle. Donc toutes les tours, tous les héros sont là, donc 5 héros en tout cas dans la version de base, 2 boss qui vont apparaître au fur et à mesure de la campagne, des modes de jeu différents avec des niveaux de difficulté qui vont nous donner plus ou moins de cristaux en début de partie. Aussi, les conditions de victoire sont différentes à chaque scénario. Vous voyez qu'il y a une carte de conditions de victoire qui va apparaître et qui va nous dire quelle est la condition de victoire spécifique à ce scénario, et aussi indiquer le nombre de cœurs avec lequel on va commencer. Vous trouverez enfin dans cette boîte un petit scénario d'initiation pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu de base. Et la dernière chose à préciser, c'est que les héros qui se trouvent dans ce jeu sont absolument compatibles avec faille temporelle, et inversement, les héros de faille temporelle peuvent arriver ici dans les scénarios d'Elemental Uprising pour pouvoir essayer de battre toutes les surprises de ces scénarios, et je pense avoir fait le tour. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui était un petit peu longue, j'en conviens, mais il y avait beaucoup de choses à dire sur Kingdom Rush Elemental Uprising, qui est donc sur GameFound pour le financement et qui se trouvera en boutique un peu plus tard. Mais sur GameFound, vous trouverez tous les paliers à débloquer et tous les bonus réservés à la campagne.
Merci encore une fois de votre fidélité, on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo pour parler d'un tout autre jeu. À bientôt, ciao!